Imaginons une seconde, une ville littéralement cernée par l'eau. D'accord. Un fleuve immense coule juste à sa porte, des pluies cycloniques s'abattent très régulièrement sur ses toits et un réseau de canaux déborde dans ses rues à la moindre tempête. Donc vraiment de l'eau absolument partout, quoi. C'est ça, partout. Et pourtant, sur les 8000 habitants qui vivent là, ben, pas un seul n'a accès à une goutte d'eau qui soit saine à boire. Ah oui, le contraste est frappant. L'eau n'y est pas du tout une source de vie, c'est carrément une menace constante. C'est un paradoxe d'une violence inouïe, je trouve. Complètement. Et c'est très exactement la situation dans laquelle se trouvait Brickaville. C'est une commune située sur la côte est de Madagascar avant 2012. Mhm. L'eau non traitée, qui était omniprésente, elle était devenue le principal vecteur de maladie, en fait. Et c'est notre sujet du jour. On se base sur la transcription d'un mini-documentaire super détaillé qui a été fourni par l'ONG Hydraulique sans frontières. Un document vraiment précieux, ouais. Ok, décortiquons tout ça. L'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre l'anatomie d'un projet pilote réussi. Comment on passe d'une ville inondée d'eau contaminée à un écosystème où l'eau potable coule et où les déchets créent de l'énergie. C'est pour toute personne qui s'intéresse au développement durable ou même à la gestion de projet, c'est une véritable masterclass, en fait. C'est clair, on a vraiment accès aux coulisses techniques et humaines d'un projet d'une ampleur dingue. Et pour bien saisir cette ampleur, il faut vraiment comprendre l'urgence de la situation initiale, celle qui a poussé la commune à demander de l'aide en 2012. Ouais, l'avant-projet quoi. Voilà. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'on a souvent tendance à associer les crises de l'eau à l'aridité. À la sécheresse absolue, au désert. Exactement. Or, d'un point de vue purement sanitaire, une abondance d'eau non traitée est souvent bien plus dangereuse qu'un manque d'eau. Ça me fait penser à cette vieille analogie, tu sais, du marin assoiffé sur son bateau. Ah oui, Genre avoir de l'eau à perte de vue tout autour de soi, mais pas une seule goutte qu'on puisse avaler sans risquer sa vie. c'est tout à fait ça. Sauf qu'à Brickaville, le fleuve Rianila qui borde la ville, il était utilisé par défaut comme ressource principale. Bah oui, faute de mieux. Les habitants y puisaient l'eau pour boire, pour cuisiner, pour se laver. Le réseau d'eau existant provenait de petites sources captées de façon très sommaire, très irrégulière. Mais concrètement, pourquoi cette abondance était-elle si toxique? Qu'est-ce qui rendait l'eau du fleuve si dangereuse? En fait, c'est un problème de contamination croisée qui était aggravé par la topographie de la ville. D'accord. La ville disposait d'un réseau de canaux à ciel ouvert qui était totalement délabré. Et à côté de ça, il n'y avait aucun système d'assainissement digne de ce nom. Donc les déchets finissaient dans la nature. Ouais, les déchets organiques, les latrines très basiques, tout ça s'infiltrait directement dans les sols. Oh là là. Et le pire, c'est lors des pluies cycloniques. L'eau lavait littéralement la ville, emportant tous ces pathogènes vers les canaux bouchés. Des canaux qui eux-mêmes débordaient et se déversaient dans le fleuve, j'imagine. Précisément, ce même fleuve dans lequel, juste quelques mètres plus loin, on puisait l'eau de consommation. Donc en gros, l'eau de ruissellement ramenait les déchets humains de la veille directement dans le verre d'eau du lendemain. C'est ce qu'on appelle en épidémiologie la boucle de contamination fécale-orale. C'est terrible. Le cycle parfait pour le choléra et toutes les maladies diarrhéiques. Et c'est ce risque sanitaire systémique extrêmement élevé qui a motivé l'appel à Hydraulique sans frontières. Il y avait une urgence absolue à casser ce cycle. Alors face à ça, la solution technique est vraiment impressionnante. J'aimerais qu'on parle de ce qui a été fait sur la rive droite. Ouais, le fameux château d'eau. Voilà. Parce que face à une urgence pareille, on aurait pu juste se dire, bon, on met une grosse pompe dans le fleuve, un filtre basique, et on croise les doigts. C'est souvent ce qui se fait dans l'urgence, malheureusement. Mais là, non. L'ingénierie déployée ne se limite pas à pomper l'eau. Ils ont construit un château d'eau massif, genre 100 mètres cubes. Et qui puise directement dans la nappe phréatique, ce qui change tout. Exactement, une eau beaucoup plus saine à la base. Mais ce qui m'a frappé, c'est l'alimentation de ce système. C'est complètement hybride. Ah oui, c'est une conception très intelligente. On a des panneaux solaires en source principale, un groupe électrogène en soutien, et le réseau public d'électricité, seulement en dernier recours. Cette redondance énergétique, c'est vraiment la clé de la résilience pour une infrastructure moderne. Pourquoi le réseau public est-il en dernier recours? Parce que sur la côte est malgache, le réseau public subit des délestages fréquents. Si on ne compte que sur lui, les pompes s'arrêtent constamment. Et j'imagine que si la pompe s'arrête, il n'y a plus d'eau au robinet. C'est ça, mais c'est même pire que ça. Si les pompes s'arrêtent, les canalisations se vident et la pression à l'intérieur chute. D'accord. Or, quand la pression chute dans un tuyau enterré, le risque majeur, c'est que l'eau sale des sols environnants s'infiltre dans les tuyaux par de micro-fissures. Ah, je n'avais pas pensé à ça. Donc la pression repousse la saleté vers l'extérieur. Exactement.
Le maintien d'une pression constante, c'est pas juste pour le confort de l'usager, c'est une véritable barrière sanitaire. Donc, si le réseau public tombe, les panneaux solaires sont là. Ouais. Mais s'il pleut pendant une semaine à cause d'un cyclone, hop, c'est le générateur diesel qui prend le relais. Le château d'eau ne s'arrête jamais de battre, en fait. Il est en service depuis juin 2016. Attendez, une question se pose. Je vous écoute. En lisant les sources, j'ai vu qu'ils ont dû ajouter en urgence une usine de déferrisation en 2022. Ouais, au deuxième étage du château d'eau. Voilà. Mais pourquoi avoir dû ajouter ça en 2022 alors que le système fonctionnait super bien depuis 2016? Est-ce qu'il y a eu une erreur au départ? C'est une réaction très logique. On pourrait croire à un oubli monumental. Bah oui, ça y ressemble, non? Mais en réalité, ça montre simplement que l'environnement naturel n'est jamais statique. Une nappe phréatique, c'est pas une simple piscine en béton sous terre. C'est un milieu vivant. Disons plutôt que c'est un écosystème géologique complexe et en mouvement. Dans cette région, les roches souterraines contiennent naturellement du fer. D'accord, donc le fer était déjà là. Oui, mais il était stable. Sauf que quand on commence à pomper des dizaines de milliers de litres d'eau tous les jours, Pour 8000 personnes, ouais. voilà, eh bien, on modifie la dynamique de la nappe. Le niveau de l'eau baisse, remonte, ça introduit de l'oxygène ou ça modifie l'acidité. Et ça déclenche une réaction chimique. Exactement. Le fer solide qui était dans la roche va s'oxyder, se dissoudre et migrer dans l'eau qu'on est en train de pomper. Ah, waouh! Donc c'est littéralement l'utilisation réussie du système qui a créé ce nouveau problème. C'est tout à fait ça. Et un excès de fer, ça donne une couleur rougeâtre à l'eau, un goût métallique affreux, Et les gens refusent de la boire, j'imagine. bien sûr. Et en plus, ça favorise des bactéries qui viennent boucher les canalisations. D'accord, donc l'ajout de cette unité de déferrisation, ce n'est pas la correction d'une erreur. Non, c'est la preuve d'un projet réussi. Ça prouve qu'ils ne se sont pas contentés de construire pour ensuite disparaître. Ils surveillent et ils adaptent l'ingénierie à la nature. Et du coup, sur la rive gauche, parce qu'il y a deux rives, l'approche est totalement différente. Ils n'utilisent pas la nappe phréatique. Non, sur la rive gauche, l'eau est alimentée par un ancien barrage qu'ils ont réhabilité en utilisant un système de filtre à sable lent. Et ça, j'avoue, j'ai eu du mal à visualiser comment un bac rempli de sable peut purifier de l'eau pleine de bactéries. C'est vrai que le terme filtre à sable laisse penser à une passoire mécanique, tu sais. Oui, genre, on retient les feuilles et les cailloux. Mais là, on parle de pathogènes microscopiques. Le secret de cette technologie, c'est qu'elle n'est pas mécanique, elle est biologique. Ah bon? Quand l'eau coule très lentement à travers une grosse couche de sable, au bout de quelques jours, il y a une pellicule gélatineuse qui se forme à la surface. Une sorte de vase, hein? Un biofilm, oui. Et ce biofilm, c'est une concentration d'algues, de micro-organismes et de bactéries prédatrices. Des bonnes bactéries, donc? Exactement. Et quand l'eau contaminée arrive sur ce sable, les mauvais pathogènes sont littéralement mangés et détruits par ce biofilm. C'est génial, hein? Le sable, en fait, ne sert quasiment que de support pour cette guerre biologique microscopique. Et c'est naturel, sans ajout de chlore ou de produits chimiques complexes. C'est d'une élégance absolue. Et pour relier tout ça, pour relier les deux rives, ils ont quand même tiré 10 km de canalisation. Ouais, il y a même une canalisation qui est carrément accrochée au pont routier pour traverser le fleuve. Oui, c'est une image très forte. Le pont ne fait plus juste passer les voitures, il achemine la vie en quelque sorte. Tout ça dessert 560 branchements privés et 24 bornes fontaines publiques. Des bornes qui sont gérées par des gardiens. Et il y a un détail là-dessus qui est hyper ancré dans le quotidien. Aux bornes publiques, l'eau n'est pas payée au litre ou au mètre cube. Elle est payée au bidon de farine. C'est un aspect fondamental de la conception d'un tel projet. Pourquoi ne pas utiliser des unités classiques? Parce qu'un système doit épouser les habitudes locales pour être accepté. Si tu imposes un compteur numérique abstrait à des gens qui utilisent quotidiennement des bidons jaunes de récupération, tu crées une barrière. Une barrière psychologique. Exactement. Le bidon, c'est un étalon de mesure visuel, physique, que tout le monde comprend sans avoir besoin d'expliquer ce qu'est un litre. C'est brillant de simplicité. D'ailleurs, le témoignage de Madame Soleya dans les documents confirme que ça a changé la vie des gens depuis 2016. Les maladies hydriques ont drastiquement baissé, oui. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. Parce qu'une fois que l'eau propre arrive en abondance dans une ville, Ah, l'effet boomerang de l'assainissement. c'est ça. Mécaniquement, on a des centaines de milliers de litres d'eau propre qui entrent, donc qui ressortent sous forme d'eaux usées. Et si on ne traite pas ces rejets, la ville redevient un bourbier insalubre en quelques semaines. L'eau ne s'évapore pas par magie. Il fallait donc s'attaquer à l'assainissement de front. Et ils n'y sont pas allés de main morte. Non, ça s'est fait par étapes.
Déjà, la construction de 5 gros blocs sanitaires publics, avec douche, latrine et lavabo. Et en 2018, la rénovation des exutoires principaux des canaux, donc ils ont réglé le problème des inondations cycloniques qui faisaient refouler les déchets. Ça, c'était vital. Mais l'innovation de rupture, elle arrive en 2020. La station de traitement des boues de vidange et des déchets d'abattoir, c'est le point central du cycle fermé. Oui, ils utilisent un procédé appelé la biodigestion. Alors, j'ai souvent entendu ce mot, mais concrètement, comment ça marche? Comment on digère des déchets toxiques? Imagine que c'est comme un estomac artificiel géant. D'accord. On rassemble les boues fécales, les déchets organiques de l'abattoir, et on met tout ça dans des cuves complètement hermétiques. Donc sans oxygène du tout? C'est la clé. Sans oxygène. Dans cet environnement privé d'air, des bactéries très spécifiques, les bactéries méthanogènes, vont se développer. Et elles mangent les déchets biologiques. Elles s'en nourrissent, oui. Et en digérant tout ça, elles produisent du méthane, un biogaz très puissant. Ah! Et au lieu de laisser ce gaz s'échapper dans l'air, ce qui serait désastreux pour le climat, Exactement, on le capte. Ce méthane alimente un générateur, un moteur à combustion, qui va produire de l'électricité. et cette électricité sert à quoi? Eh bien, elle alimente directement la station de traitement. Les pompes, l'éclairage, tout le site fonctionne grâce à l'énergie de ses propres déchets. C'est incroyable. La ville est comme un organisme vivant. Le système digestif produit sa propre énergie pour tourner? C'est l'essence même d'une économie circulaire moderne. On a transformé un centre de coût, la gestion des déchets, en un centre de ressources. Et les résidus solides, une fois digérés, ils deviennent quoi? C'est du digesta. Une fois séché, c'est totalement inoffensif et c'est un engrais naturel exceptionnel. Il est redonné à l'agriculture locale. La boucle est fermée. C'est fantastique sur le papier. Mais il faut être réaliste. Des pompes solaires, des biodigesteurs, ça finit par rouiller et tomber en panne si personne ne s'en occupe. C'est le cimetière des projets humanitaires. La technologie s'en maintient. Voilà. Et c'est là qu'intervient le moteur humain du projet. L'Association des jeunes pour le développement de Briqueville, ou AJBP. Sans eux, tout ça ne serait qu'un tas de ferraille aujourd'hui. Ce qui est dingue, c'est que l'AGBP existait depuis 2010, avant même la demande d'aide. Le directeur, M. Veloto Harrison, qu'on surnomme VV, Oui, VV, une figure centrale. il explique que l'association a complètement changé de dimension. Ils sont passés de simples initiateurs de projets à véritables exploitants techniques. Ils emploient aujourd'hui 61 personnes. 61 personnes. 16 permanents, 45 contractuels. Ils utilisent des logiciels de gestion pour suivre le réseau. C'est une vraie petite entreprise de service public. Mais bon, on parle de compteurs, de logiciels, c'est génial, mais comment on fait adhérer la population à des services payants? C'est le grand défi. Parce qu'avant, jeter ses déchets dans le fleuve, c'était gratuit, on va dire. Comment on convainc des gens de payer pour une vidange de latrine du jour au lendemain? L'ingénierie sociale, elle est tout aussi vitale que l'ingénierie civile. On ne peut pas juste imposer une facture. Donc ils ont fait comment? Il y a eu d'immenses campagnes de sensibilisation sur des années, notamment dans les écoles. Ah, les enfants! Oui, c'est fondamental. On explique aux enfants le cycle de l'eau, pourquoi l'eau sale rend malade, et ensuite l'enfant rentre chez lui et bouscule les habitudes de ses parents. C'est très intelligent de passer par la nouvelle génération. Et puis il y a un deuxième aspect crucial, l'emploi local. Le fait que l'AGB emploie 61 personnes. Exactement. L'habitant qui paye pour son eau, il ne donne pas son argent à une grosse entreprise invisible. Il paie le salaire de son voisin, de son cousin, qui travaille à l'AJB. Ça donne une légitimité immédiate au paiement. L'argent reste dans la communauté. C'est ça. Mais il faut bien comprendre que pour que l'AJB puisse gérer tout ça aujourd'hui, il y a eu une étincelle initiale colossale. Oui, parce qu'ils n'avaient pas les compétences techniques ou les fonds au départ. Il y a un assemblage d'expertise internationale qui est impressionnant. C'est le volet solidarité internationale du projet. Dans les sources, on voit Naomi Monnier de HSF, qui a été chef de projet bénévole pendant 10 ans, mais elle n'était pas seule. Loin de là. C'est comme s'ils avaient réuni les Avengers de l'ingénierie. Ah ah, c'est une bonne comparaison, ouais. Non mais écoutez ça, il y a Typo Archi pour concevoir le château d'eau, SGI pour le béton armé, Alpétude pour les 10 km de canalisation, Il y a aussi ingénieur architecte solidaire pour le solaire. Aqua Assistance pour l'usine de déferrisation, et même une entreprise malgache, Arafat, pour la station d'assainissement. Et côté financement, c'est tout aussi éclaté. Les bailleurs de fonds, c'est fou. Il y a la communauté de communes du Pays de Gex, le Genevois, Annemasse, l'État de Genève et plusieurs agences de l'eau françaises. Si on relie cela à la vision d'ensemble, c'est très représentatif de la solidarité moderne. C'est-à-dire, Aujourd'hui, l'argent ne suffit plus.
Construire un biodigesteur ou une usine de déferrisation, ça demande une hyper-spécialisation? On fragmente le savoir-faire. Donc on ne demande plus à une seule ONG de tout faire. Non, l'ONG joue le rôle de chef d'orchestre pour transférer des technologies ultra pointues vers les acteurs locaux, comme l'AGB. C'est un transfert chirurgical. Et c'est ce qui permet au projet de survivre sur le long terme. Alors que signifie tout ça? Quand on prend un peu de recul sur cette décennie de 2012 à 2022, C'est énorme. Brickaville, ce n'est pas juste l'histoire d'un robinet qui coule enfin. C'est un écosystème complet. Un panneau solaire fait tourner une pompe qui tire l'eau de la nappe, L'eau est filtrée du fer, distribuée, consommée. puis elle part dans les eaux usées où les boues sont digérées par des bactéries, Bactéries qui produisent l'électricité pour le système de traitement. et le résidu devient de l'engrais, le tout géré par des emplois locaux. C'est vertigineux quand on y pense. C'est un modèle qui prouve à ceux qui nous écoutent que l'accès à une eau de qualité, couplé à un assainissement durable, c'est pas une utopie. Même dans des zones complexes, soumises aux cyclones. Absolument, à condition bien sûr de concevoir le projet sur plus d'une décennie. Il n'y a pas de miracle du jour au lendemain. Il y a quand même une pensée qui me trotte dans la tête avec tout ça, une réflexion finale assez provocatrice, on va dire. Allez-y. Quand on voit qu'une modeste commune de 8000 habitants à Madagascar parvient à créer une boucle d'économie circulaire aussi parfaite, où les déchets génèrent l'électricité même qui les traite. Ouais, l'autosuffisance. Exactement. On est en droit de se demander pourquoi est-ce que les plus grandes et les plus riches métropoles du monde ne conçoivent pas chaque nouveau quartier sur ce modèle-là. C'est une excellente question, ça. On a les milliards, on a les ingénieurs, et pourtant on continue de faire des systèmes linéaires, où on jette tout à l'autre bout de la ville. Le contraste est sévère pour les grandes villes, c'est vrai. Si cette petite ville a trouvé le moyen de purifier son eau et de recycler ses déchets en énergie pure, pourquoi on ne généralise pas ça partout? Je laisse à chacun le soin de méditer là-dessus. C'est matière à réflexion, en effet. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration approfondie. On se retrouve très bientôt.